Bon, on m'a chargé au pied levé de faire une présentation. Oh, on ne connaît pas. Je vous préviens, c'est pas mon truc. Donc voilà, je pense que le monsieur qui se trouve à côté de moi, que vous connaissez peut-être, va vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Donc il va nous emmener en voyage en Amazonie. Et ben, on va le laisser nous emmener rêver. Voilà. Bonne soirée. Et n'oubliez pas surtout, le premier téléphone qui sonne, c'est Tournée Générale. Ah non, mais je t'éteins le volume, puis j'entendrai. Et je vois que c'est des appels. Alors, je me suis mis en règle, tout va bien. Merci à tous d'être venus. Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'aller en Amazonie il y a 56 ans, on va dire, c'était en 68. Tout de suite après les événements de mai 68, j'avais à l'époque une grosse barbe rousse, et puis la nouvelle des manifestations parisiennes avait fait le tour du monde et j'étais arrivé jusqu'au Brésil, ce qui fait que notre charter d'étudiants qui arriveront là-bas était regardé avec suspicion, c'est le moins qu'on puisse dire, par les policiers de l'époque, parce qu'il y avait un régime autoritaire qui n'appréciait pas trop les fantaisies parisiennes. Mais ça s'est bien passé, d'ailleurs on est parti confiant, mais on avait affrété un charter de Bruxelles, parce qu'il n'y avait pas de... On voulait aller à Manaus, et pas à Rio ni à São Paulo, et ça n'existait pas, il n'y avait pas de vol régulier. Ce qui fait que c'était une première Europe-Amazonie. Et notre pilote, un avion à hélice d'ailleurs, qui ne pouvait pas traverser l'Atlantique directement, il a fallu qu'on fasse une escale, deux escales, une escale aux Açores d'abord, on a fait le plein, puis après on a traversé jusqu'à Paramaribo, dans les Guyanes hollandaises, avant de faire un troisième saut à Manaus. Et au cours du voyage, on venait de passer les Açores d'ailleurs, le pilote nous dit « Je viens de recevoir un message du gouvernement brésilien qui nous interdit d'atterrir comme ça au Brésil. » Alors, le pilote nous transmet, avec le flegme britannique réputé, il nous dit « Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire demi-tour? Parce que notre vol est interdit. » Et tous les étudiants qui étaient dans le charter nous ont dit, on s'est crié un cri de joie, c'est interdit! Il est interdit d'interdire! C'est formidable! Donc on dit au pilote, il n'est pas question de faire demi-tour, on y va. On a atterri à Paramaribo, puis la tour nous dit, là vous savez que votre vol est interdit. Oui, oui, on est au courant. Bon, si vous savez, tout va bien. Donc on a fait un troisième saut jusqu'à Manaus. À Manaus, la tour nous dit, mais vous savez que votre vol est interdit. Oui, oui, on est parfaitement au courant. Alors vous faites demi-tour. Et le pilote, impeccable, lui dit, ok, on fait demi-tour, mais vous prenez la responsabilité de la vie des 120 personnes qui sont à bord. Parce qu'on n'a pas assez de carburant pour faire demi-tour. Alors il y a eu un petit moment de silence, et puis la tour nous dit, il dit au pilote, piste numéro 2. Alors le pilote nous dit, donc nous atterrissons, ils n'apportent pas l'échelle pour descendre, les passagers, donc vous descendez par mon échelle à moi, devant. Et puis j'ouvre la soute à bagages, puis vous servez vous. Alors c'est ce qu'on a fait.
On est tous à la file indienne, descendus par l'escalier de pilote. C'était tout petit escalier. C'était même une échelle, c'était pas un escalier, c'était une échelle. Et puis on a pris nos bagages, et puis en allant vers la tour, parce qu'on était assez loin sur la piste, on a vu arriver des étudiants de Manaus avec une pancarte. Ils avaient fait un calicot immense, première liaison Europe-Manaus. Et on est passé à la une du journal local, en photo du collectif, sous la banderole. On démarrait très fort. Et puis voilà, donc on va commencer la projection. Je vais vous montrer des photos de Manaus d'abord, et puis mon petit voyage après, dans une région, vous allez voir sur la carte, la première carte, qui se trouve dans le sud-ouest du Brésil. Mais il vaut mieux que je vous commente sur la carte. Alors, on peut commencer la projection. Et ces étudiants, c'était qui? Comment? C'était des étudiants de... Il y avait un... du quartier latin. Des copains. Enfin, on avait réussi à réunir une centaine de personnes pour remplir l'avion. Donc, on partageait le prix. C'était très bon marché, parce qu'on était hors des conventions du Japon. Donc, c'était très bien. Alors, on va allumer ça, on va faire un petit bouton quelque part. Alors, nous voilà le Brésil en jaune, Manaus qui sont là, bien sûr, ça c'est mieux que je dis comme ça. Je vous dis, voilà l'état du Rondônia ici, où nous allons aller. C'est un des 26 États, on devrait dire les États-Unis du Brésil, parce qu'il y a 26 États, avec leurs gouverneurs comme aux États-Unis. Je suis honoré d'ailleurs ce soir d'avoir deux Brésiliens à côté de moi, qui viennent ce soir, et qui me fait le plaisir de... Si je dis des bêtises, tu me corriges, hein, Serge. J'entends rien, mais c'est pas grave. Alors, effectivement, vous savez que l'Amazone, ici, est navigable. Vous allez voir des photos de Manaus, la capitale, mais vous savez que les transatlantiques qui viennent d'Europe arrivent à l'embouchure, là ils passent les commandes du bateau à ce qu'on appelle un pilote qui connaît le fleuve et qui va emporter le transatlantique le long de l'Amazone et qui peut l'emmener jusqu'à Iquitos, en Colombie, au pays, au Pérou. C'est extraordinaire. Quand vous imaginez des transatlantiques qui remontent le fleuve, il faut dire que ce n'est pas un fleuve comme les autres. L'Amazone est constituée de deux grands fleuves, le Rio Negro, le Rio Noir, et le Solimoes, qui vient des Andes. C'est à partir de là qu'il s'appelle l'Amazone. Et il y a le volume d'eau que transporte l'Amazone, représente en eau douce le 5e du volume d'eau douce de la planète, à lui tout seul, un 5e. Quand il arrive en Atlantique, ce volume d'eau, on repousse l'Atlantique sur 40 km. Vous imaginez ça? Ce sont des échelles qu'on a du mal à réaliser. Ce qui fait que les bateaux transatlantiques qui arrivent en vue de l'embouchure, quand ils sont à 40 km de la côte, on ne voit pas encore la côte à 40 km, mais ils sont plus dans l'Atlantique,
ils sont dans l'eau douce de l'Amazone. Pour vous donner une idée, sur les cartes, il y a des quantités d'affluentes, sous-affluentes, sous-affluentes. Les sous-affluents de la dimension de la Seine, pour faire une comparaison, ne figurent pas sur les cartes. Mais ils ont une bonne raison pour ça. C'est pas qu'ils ne veulent pas les faire figurer, c'est que à la saison des eaux basses, le fleuve ne reprend pas forcément le même cours. Il faut dire que c'est tellement plat. Manaus est à 44 km au-dessus du... 44 mètres. 44 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait que c'est tellement plat qu'en effet, à la saison basse, les petits sous-affluents ne reprennent pas forcément le même lit. À telle enseigne que tout au bout, près de la Bolivie, près de la Colombie, il y a des riverains, des sous-affluents, qui parfois sont brésiliens, parfois sont colombiens. Parce que le fleuve est plus au même endroit. Voilà, alors, une fois qu'on sait un peu l'échelle, on va regarder les photos. Voilà un transatlantique qui vient de Manaus et qui vient traverser l'Atlantique. Et il est taqué là. Il décharge des quantités de marchandises. Pardon. Alors, il y a des grands bateaux, des petits bateaux, avec des palmes, avec toutes sortes de choses. Alors, nous voilà en survol de l'Amazonie. Comme vous voyez, c'est une mer. D'ailleurs, c'est très curieux parce que quand on a traversé l'Atlantique en avion, on a vu la même chose. Sauf que là, c'est des arbres, mais c'est aussi grand que la mer. Là, nous survolons une partie de la route transamazonienne. C'est une tranchée gagnée par le l'eau. C'est le support de l'aile de l'avion qui est en bas. C'est un petit avion, il y a beaucoup de petits avions. Comme il n'y a pas de route, on voit la une, mais elle n'est pas près d'être terminée. Il y a beaucoup de petits aéroports, en terre battue d'ailleurs, ce qui fait que c'est toujours un peu scabreux. J'étais un peu étonné d'ailleurs par le nombre de petits avions. Il y a beaucoup de petits avions, beaucoup de petits aéroports aussi. Mais les pilotes sont très décontractés. Je me souviens de notre premier pilote, qui avait, une fois qu'on était monté, il y avait 4 places, 2 devant et 2 derrière. Genre Piper Club. Et notre portière ne tenait pas. Il n'y avait plus de poignée à la portière et il y avait un fil de fer qui était là-bas. Et alors, on n'était pas très rassurés. Mais il nous dit, non, mais ne vous inquiétez pas, ici, il n'y a que des bons pilotes, tous les autres sont morts. Alors, c'est un peu flou, hein, faut que je ne sais pas si je peux le relever de... Je vais voir, mais il y a quelque chose qu'il faut vérifier là. Voilà, on survole la route transamazonienne. Vous savez que la route transamazonienne, c'est un des grands travaux de l'humanité. On pourrait comparer ça à la muraille de Chine. C'est moins long, mais c'était un travail énorme. La muraille de Chine, c'était dans la campagne, mais là, c'est la forêt. Alors, on a le petit avion. Mon ami le père Sylvain qui est là,
J'étais en train de discuter avec le médecin qui va visiter les camps de travaux, les travailleurs qui font la route. Là, le campement. On dort dans les hamacs et puis le chantier. Avec des machines incroyables. Ça, c'est ce qu'on appelle les pieds de mouton. C'est un énorme rouleau compresseur qui a des pieds de mouton, comme on dit, qui tassent la terre. Là c'est magnifique. Mais au bout de quelques passages et quelques pluies, ça devient un bourbier épouvantable. Alors il y a quelques passages de ponce, mais c'est assez rudimentaire. Ça me fait penser au pont de la rivière Kouai. Voilà les engins, ils sont monstrueux. Je n'avais jamais vu des machines-outils aussi extraordinaires. Alors là, nous survolons, on a vu tout à l'heure, le confluent du Solimoes et du Rio Negro. Vous voyez, les deux fleuves qui se rejoignent et qui sont pas les mêmes couleurs. Alors là, nous sommes à un endroit, sur la carte, il faudrait que je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez assez. Peut-être un peu sombre. Peut-être je vais mettre ici quelques instants. Ouais, peut-être comme ça. Vous voyez la route transamazonienne. Je suis pas sûre, André. Non. Je suis pas sûre que ce soit très lisible là. C'est pas du tout lisible. Un petit peu mieux. Il y a la photo qui se reflète. C'est un endroit. Si tu la déplaces André, approche-la de moi. vers la lampe, Approche-toi. Ah ben voilà, c'est mieux. Voilà. Un peu mieux. Un petit peu mieux. Bon. Vraiment avoir une bonne vue. Ouais. Donc, nous allons voir ici le fort Principe d'Aveira. C'est très étonnant parce qu'il y a un fort à la Vauban qui a été construit parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes avec la Bolivie. Et on pouvait traverser le fleuve, et c'est pour ça que je vous montre. Je vais refiler ça maintenant. C'est un passage pierreux, vous voyez, comme vous voyez. Là, c'est un peu flou. Hein. Voilà. Et on peut presque passer à pied d'un bout à l'autre, d'un côté à l'autre. Mais comme il y avait des problèmes entre la Bolivie et les voisines, ils ont construit, d'ailleurs on voit bien les pierres qui sont... D'ailleurs c'est un endroit tellement intéressant sur le plan des formes. Moi ça m'a donné l'intérêt de regarder comment vous voyez l'échelle, mes compagnons qui sont là-bas. C'est un chaos rocheux assez impressionnant. Avec des érosions formidables. Les sculpteurs, oui, les sculpteurs. Voilà le plan du fort. C'est étonnant de trouver ça en pleine Amazonie. Et c'est vraiment à la moment. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir. Et le voilà, vous voyez la vue d'avion, aérienne, on voit très bien. Et le passage qu'on peut traverser. C'est pour ça qu'il est là. Les fortifications. On connaît ça très bien, nous. Le portail. Ça va un peu vite. Ouais. Les échelles.
Alors on repart maintenant. Alors ça c'est une vue, on pourrait dire, classique. Voilà. C'est une mer d'arbres et des fleuves qui circulent, des rivières qui circulent, comme ça. Et il faut savoir aussi que dans ce dédale d'arbres, quand on va d'un petit aéroport à un autre, l'aéroport, ça consiste à une piste qui fait la longueur nécessaire à l'atterrissage. Mais l'avion rase les arbres, il arrive sur la piste, la carotte, et il freine tout ce qu'il peut parce que vous verriez arriver le bout très vite. Il faut arrêter avant. Et c'est la même chose que dans l'autre sens, quand tu repars, c'est toujours épique. C'est tellement épique d'ailleurs que, à un moment donné, j'étais dans l'avion et le pilote me dit l'aéroport est là, on va descendre là. Et je ne voyais rien. En effet, on ne le voit que si on est dans l'axe. Parce que si je vais de côté, vous ne le voyez pas. Pour vous dire. Alors voilà le port de Guajará-Mirim. Vous avez la petite ville que je vous ai parlé tout à l'heure. On ne peut plus simple. C'est un quai en terre battue. Et, On va pas plus vite, André. Il n'a pas le temps de... André. Voilà, la vie est simple et paisible. On n'entend même pas les rumeurs de la ville. Voilà les tâches ménagères. Alors en ville, si on peut dire, la Jeep ne sort pas de la ville. Parce que c'est d'ailleurs la Jeep de l'évêque de la ville, qui s'appelle Don Rey, qui est un personnage haut en couleur et extrêmement célèbre. Il a d'ailleurs maintenant sa statue sur la place publique de Guajará-Mirim. C'est un type extraordinaire à qui le pape avait confié, comme il l'a dit, la mission la plus dure du monde. Un endroit perdu au fond de l'Amazonie où il n'y avait rien. C'était des chercheurs d'or, des malfrats de toutes sortes et des seringueros qui récoltaient le caoutchouc péniblement pour les vendre. Et quand il est arrivé là, il avait quelques notions de... Il n'avait pas dit qu'il était évêque, il avait quelques notions de médecine, il a pratiqué un petit peu, donc il s'est fait bien voir des gens. Au bout d'un moment, il leur a dit qu'il était prêtre. Ah ben c'est formidable. Et puis, il a construit une petite église. Et en arrière. Et voilà, il est en train de réparer cette vie. Il était toujours en pyjama parce qu'il trouvait que c'était c'était le vêtement le plus adapté. Donc, il était évidemment incontournable. Petite anecdote, quand le gouverneur de l'État a pris son poste, on lui a dit dans l'État du Rondônia, vous avez un personnage que vous ne pouvez pas éviter, il faut le connaître, c'est un certain Don Rey. Là, c'est un personnage haut en couleur, vous ne serez pas déçu. Alors évidemment, il fait en bon fonctionnaire d'État, il va la prélature qu'on lui avait indiquée, c'est une petite maison comme les autres. Et puis il y avait là le hamac, comme devant toutes les maisons. Et puis il y avait un brave qui était dans son hamac, tranquillement. Alors le gouverneur arrête sa belle voiture devant, il dit
ce brave homme, il était en costume blanc aussi magnifique. Il dit, mon brave, voulez-vous dire à l'évêque que le gouverneur voudrait le voir? Alors, le gars dans le bac, il dit, oui, c'est moi le gouverneur, c'est moi l'évêque. Alors, c'est vous c'est vous le gouverneur, asseyez-vous. Alors, il était un petit peu confus, quoi. Ça s'est bien passé, rassurez-vous. Pour vous dire que le personnage. Le voilà. Sacré bonhomme. Je me souviens encore, ce doigt pointé, souvent il pointait le doigt comme ça. J'étais à côté de lui, il me disait, et toi? Et il m'enfonçait son doigt. Il faut que tu en parles de ces problèmes en Amazonie. Dans Lettres d'Amazonie, le petit bulletin dont je faisais la mise en page. Alors je lui ai promis qu'on en parlerait. Pourquoi une locomotive? Ça, qu'est-ce que ça fait là, une locomotive? Comment est-elle arrivée là? Comment elle peut arriver? C'est que c'est toute une histoire. Vous avez vu que le long du fleuve, il y a des rochers quelque part. Et ces rochers, évidemment, empêchaient la circulation des bateaux qui transportaient le caoutchouc. Il y avait donc un problème sur 300 km, 360 km. Il y avait ces rochers-là qui empêchaient la... Comment faire? Alors, ils ont décidé de construire une voie ferrée sur les 360 km, là où il y avait des cailloux, où les bateaux ne pouvaient pas passer. De toute façon, aller reprendre de l'autre côté, continuer le chemin. Et cette voie ferrée, on l'a appelée la voie ferrée de la mort. Sa construction a coûté autant de vie humaine que de traverses. Je vais vous lire un petit texte que je trouvais dans une excellente revue, réalisée par Autrement, qui parle de ça. Je vais vous lire. Dans les années 1870, la demande de caoutchouc ne cesse de croître en Europe et aux États-Unis. Une des régions les plus productrices se trouve en Amazonie, bolivienne et brésilienne, comprise entre le fleuve Mamoré et Madeira, ce dernier servant de frontière entre la Bolivie et le Brésil. Cette région est confrontée à la difficulté d'acheminer la récolte vers un port d'embarquement. La seule voie de communication possible est le Madeira, mais il n'est pas navigable avant quelques 400 km en aval, c'est 360 exactement. Un ex-colonel américain, George Earl Church, ingénieur à la compagnie Trans-Canada Railways, a donc l'idée de construire parallèlement à la partie non navigable du Madeira, entre la confluence du Mamoré et l'endroit où se trouve aujourd'hui Porto Velho, capitale de l'État du Rondônia, une voie ferrée longue de 365 km. C'est l'époque du triomphe du train dans le monde entier. Les travaux commencent en 1878. 18 mois plus tard, ils sont interrompus à la suite d'une embrouille juridico-financière. Mais le bilan donne déjà un avant-goût de ce qui attend ceux qui reprendront le projet 30 ans plus tard. 500 morts pour 7 km de voies posées. Entre-temps s'ajoute le naufrage d'un navire, le Métropolis, chargé de matériel, et de 246 ouvriers, dont 80 périssent noyés. Plus une fugue de 65 ouvriers italiens qui n'hésitent pas à s'enfoncer dans la forêt, sans provisions, sans armes, sans carte et sans boussole. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. La construction reprend en 1907. Près de 22 000 ouvriers représentant quelques 50 nationalités sont amenés sur le chantier en pleine jungle. Dans l'une des régions les plus inhospitalières situées, non loin de tout lieu habité,
un des seuls endroits de la planète où l'on respire, entre guillemets, le parfum du jour de la création. Le travail est organisé militairement. Les Indiens rôdent autour des campements, prêts à décocher une flèche. Les vaisseaux fauves sont tapis au milieu des arbres, prêts à bondir. Les serpents et l'avortement, elles se lèvent là où on les attend le moins. La malaria et la dysenterie n'épargnent personne. Quand elle est finalement terminée en 1912, au prix de la vie d'un homme, dit-on par travers exposé, les exportations boliviennes et brésiliennes de caoutchouc s'effondrent. Beaucoup plus rentables, les plantations d'Asie viennent de faire leur éruption fracassante sur le marché mondial. Leur prix ne souffre aucune concurrence. Cynisme de l'histoire et du capitalisme britannique. Ainsi, à peine terminée, la voie ferrée Madeira se révèle du jour au lendemain totalement inutile. Elle est abandonnée sur le champ à l'achat. Aucun train ne l'en prêtera jamais. Oh. Ouais. Pourquoi il est sur un monument? Alors nous partons dans la forêt. Alors voilà un Sénégalero, c'est-à-dire un récolteur de caoutchouc. On fait ça comme dans les Landes, c'est exactement pareil. On sème l'arbre et il récolte son caoutchouc. Après, il y a une méthode, c'est le faire se coaguler sur de la fumée autour d'un bâton. On fait couler la sève comme ça, ça se solidifie. On constitue des boules de caoutchouc comme ça, qu'on va emporter sur le fleuve. Alors nous voilà partis sur le fleuve. Alors ça c'est le paysage classique, on voit des huttes, voilà, des habitats le long des fleuves. C'est très paisible, c'est très... Voilà, c'est une vue des milliers de kilomètres comme ça. Souvent, il y a une plante aquatique qui prolifère et qui gêne la circulation. Il n'y a pas beaucoup de circulation, mais quand on est pris là-dedans, c'est pas facile. Alors, il y a toutes sortes de beaux animaux. Des œufs, on pond des œufs sur des plages, des immenses plages. Il y a des colonies de papillons aussi, de toutes sortes. Des chenilles processionnaires. Toutes sortes d'animaux plus ou moins sympathiques. Ouais. Il y a aussi, j'en ai pas photographié, mais des belles araignées. Notamment la mygale Goliath, qui a une bonne réputation. Elle fait 30 cm de diamètre.
C'est assez désagréable. Voilà un fromager. Vous voyez l'échelle, il y a un monsieur là en bas. Il a mis l'échelle de quelques arbres. Et vous savez que de nos jours, il y a 20% de la forêt qui a disparu. 20%. Ça représente à peu près la surface de la France. Alors ceux qui savent peuvent se couper des morceaux de liane et boire et s'abreuver comme ça. C'est une sève pure. Ça Saint-Marceau, d'avoir la forêt aussi. Ça c'est le châtaigne du Para. Le Para c'est l'un des états du nord-ouest. Il y a un commerce de la châtaigne du Para qui est florissant. C'est gros comme une... je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai des instruments de musique que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont faits avec des châtaignes. Ça se joue comme ça. Je vous jouerai un air tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est un village qui s'appelle Costa Marques. Et vous voyez, la côte là-bas est assez haute. Les maisons sont au-dessus parce que quand les eaux montent, tout ça c'est rempli d'eau. Vous allez voir une vue de près. Mais les habitations sont là-haut. Vous voyez, pour descendre. Ça fait une dizaine de mètres quand même. Hein. 10 à 12 mètres de hauteur. Alors évidemment, il y a le transport du bois qui se fait comme ça. Les troncs sont attachés et sont guidés vers l'aval. Du lieu traditionnel. Alors ça, c'est la colline. Ils appellent ça la Serra, là-bas. La Serra des Pacas Novos. Alors, il y a une histoire là. C'est que quand à l'époque de... Comment il s'appelle l'écrivain qui a écrit Tristan, Lévi-Strauss. Quand il est allé là-bas, qu'il a écrit Tristan Tropique, il est allé là et il a voulu, il a dit aux villageois qu'il avait l'intention d'aller voir la Serra des Pacas Novos. Alors les gens lui ont dissuadé tout de suite parce que aucun n'en est redescendu. Ceux qui sont montés sur la Serra ne sont jamais redescendus. On ne les a jamais revus. Donc il a renoncé à y aller, il a bien fait. Les Pacas Novos, à l'époque, étaient des Indiens qui ont été contactés beaucoup plus tard. Et on a appris ils étaient réputés être anthropophages. Mais on a appris beaucoup plus tard que ce n'était pas du tout ce qu'on pensait. Quand il y avait quelqu'un qui allait mourir, un d'entre eux qui allait mourir, il récitait une mélopée sans arrêt. Et quand on a compris ce que ça voulait dire, tout le monde a été très surpris. Il disait, ne t'inquiète pas, nous ne t'abandonnons pas. Ne t'inquiète pas, nous te mangerons. Et ça rassurait beaucoup.
celui qui était en mauvaise posture. Est-ce que ça voulait dire qu'il ne serait pas dévoré par les fourmis ou par des insectes ou par des bêtes fauves? Et ça va-et-va, d'une certaine façon, se réincarner. Et donc il était très rassuré. On a compris ça beaucoup plus tard. Voilà une lutte d'Indiens, des jeunes Indiens. Ils font des cultures sur pilotis parce que quand les eaux montent comme ça n'est pas noyé. C'est un four. Ça, c'est un instrument de musique, c'est un tam-tam en bois, ça résonne. Ce sont des armes, des épées. Ça, c'est un instrument de musique. Un panier. On porte sur le front. Comme ça, la lanière sur le front et le sac est dans le dos. Alors voilà des pointes de flèche. Chaque pointe de flèche est adaptée à un animal. Il y a des flèches à poisson, il y a des flèches à oiseaux. D'ailleurs, quand un Indien part à la chasse, il s'en va avec la flèche qui correspond à l'animal qu'il va tuer. Il ne prend qu'une flèche. Parce qu'un Indien, ça ne rate pas sa flèche. Ce serait le déshonneur total. Donc il prend une flèche et puis il revient avec son... Donc il n'y a pas de surconsommation ni de déchet. Les empennages, je vous en montrerai de plus près pour les toucher tout à l'heure, mais elles sont très perfectionnées. Elles sont vrillées de façon à ce que la flèche pivote sur son axe, comme dans les fusils rayés. Ils ont remarqué que la trajectoire était meilleure. Attention. Une vue paisible. Et classique. C'est la dernière image. Alors, je vais vous montrer de près maintenant, si vous voulez, quelques alors, voilà un arc, bien sûr. Ah oui, il est très raide. Je vais passer en fait, excuse-moi. En fait. Attends, je vais allumer le fond. Ça là, c'est bien? Oui, c'est bien. Donc, voilà des instruments de musique avec la chapelle des paras. Donc, vous voyez que... Vincent, tu peux éteindre le projo. Éteindre le projo. Voilà. Alors, comme vous voyez, ça n'est pas emmanché. Hein. C'est-à-dire que ce qui est au bout, là, fait partie de la tige. Parce qu'à force, ça s'en irait. Mais là, c'est d'une seule pièce. Ça, c'est d'une seule pièce, la tige. Pourquoi c'est un casal? Alors, voilà une flèche. Sans doute un poisson. Pour quel animal? Je ne saurais pas te le dire.
Voilà une autre, mais c'est pas du tout la même, mais c'est pour un autre animal. Mais vous pourrez, il a passé la idée. Il y a un os qui est fixé. Oui, il y a un os qui est fixé. Ouais. Il faut la faire passer derrière. Alors il y a deux parties, vous avez remarqué, il y a une partie dure et une partie organique. Qui fait qu'en général, la flèche se casse en deux. Mais on récupère l'empennage. On met ça dans l'avion. Alors, alors celle-ci est très particulière. Vous voyez, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une flèche, c'est un assommoir. Un assommoir à oiseau. Parce que, comme vous avez remarqué, c'est les plumes qui les intéressent. Mais il ne faut pas abîmer l'oiseau quand on veut récupérer les plumes. Alors il vise la tête, pour vous dire la précision. Il cogne la tête de l'oiseau, l'oiseau tombe et on récupère les plumes pour faire des belles choses. C'est pas pour tuer, c'est pour l'assommer, c'est un assommoir. Bien sûr. C'est parti à la chasse. Habituellement, les gibiers ne sont pas nécessaire. Le chien, ça m'aurait bien Il voit les plumes. Il voit les plumes. Pourquoi tu es parti? C'est la part du chien. Faire des photos pour illustrer. Ici, c'est un oiseau. Sauf qu'il y a des perroquets, il me semble. J'ai été attirée par le perroquet. Il a pris son perroquet. Oui. Alors, vous m'avez dit, ça faisait plusieurs années que je faisais la mise en place. Une petite revue qui La lettre d'Amazonie. Une lettre d'Amazonie. Bon, bah, tu pars à la guerre. Oui, c'est pas pratique, ça fait pas mal. Oui, je cherche à manger. Vous récompensez de monsieur. Je te les lance, D'ailleurs, je suis très intéressé parce que vous avez parlé. J'ai un pas. Effectivement, j'ai eu la chance de faire 2 voyages. Une fois en 68, et une autre fois 5 ans plus tard, en 73. Non, c'est bien, c'est bien pour ça. Les constatés que ça n'avait pas changé. C'était toujours pareil. Maintenant, 50 ans, c'est... Et c'est comme ça que j'ai le plaisir de vous parler de ce voyage. Les arcs, ils sont servis avec ces flèches-là, parce qu'il n'y a pas d'encoche pour lancer la flèche là. Ces flèches qu'on a vues, elles correspondaient à cet arc, non? Ah oui, bien sûr. Mais comment il est lancé? Il est lancé par un message comme ça. Tac. Oui. À l'endroit où il y a les plumes. Ah, l'endroit où il était là? Oui, ben c'est pas évident, c'est par rapport à nos arcs. Par rapport à nos arcs. C'est pas bien. La corde, tu vois la corde, elle correspond à la fente qui est là. Et le voyage a duré combien de temps? 2 mois. 2 fois 2 mois. 2 fois 2 mois. Ah, ils le mettent alors.
Mais c'est de beaux petits, hein. Alors évidemment, il se casse en deux à chaque fois, parce que ça rentre dans l'animal qui est tué, et le père la pénage. Et on fait un lien, là, toujours comme ça. Donc ça se récupère. Il faudra peut-être monter l'arc en fait. Voilà. Donc l'arc, voilà. Il est très facile. Maintenant, j'aurais plus le droit de raconter ça. Ouais. C'est interdit. À l'époque, il n'y avait pas de... Ça, c'est une pièce de musée. C'est fini. C'est tellement Bien conservé, hein. réglementé. Depuis 68, c'est bien conservé. Hein. C'est bien, oui. Les plumes. Et les plumes, il les peigne avec quoi? Les plumes. Ah, c'est C'est naturel. naturel. C'est pas mal. Il y a évoqué les aras aussi. Les aras, Il y a vert, magnifique. bleu, rouge, jaune, il y a Toutes les couleurs. Les grosses plumes, c'est aras. Oui, oui. Presque. Ça, au début, les Indiens, les Amérindiens vendaient des parures comme ça aux touristes. Ah oui. Et à force d'avoir tellement de touristes qui achètent, parce qu'ils ne chassaient pas les oiseaux, hein. Soit ils les assommaient, comme tu as dit, soit ils attendaient que les oiseaux muent. Quand les oiseaux muent, ils récupèrent les plumes sans tuer les oiseaux. Mais à force d'avoir des touristes qui achètent, ils ont commencé à tuer les oiseaux pour avoir des plumes pour vendre aux touristes. C'est pour ça qu'il y a tellement de corruption que même les Indiens devenaient corrompus, qui tuaient les oiseaux pour vendre les plumes aux touristes. La méthode, c'est tellement interdit si on est pris à la douane avec une parure comme ça. C'est saisi. Maintenant, c'est des plumes de faisan. Maintenant, ils prennent les plumes des faisans ou d'autres Des plumes colorées. Ils colorent avec des anilines comme ça. C'est artificiel. Les couleurs normales, c'est tellement naturel. Mais maintenant, c'est tellement corrompu que c'est interdit. Parce que sinon, si on laisse faire, ils vont tuer tous les oiseaux. Très joli. Moi, je suis content que vous ayez en main ces choses-là. Oui. Ben voilà, c'était la soirée. On les met dans un musée. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il n'y a pas de photo de toi, là. J'ai pas pris une seule photo de toi. La barbe rouge. La barbe rouge. Ah non, Pour passer la moi, l'activité. j'étais derrière l'appareil photo, j'étais pas trop. Mais au moins une photo. Ne fais pas une photo, hein, avant ça. T'en as marre. Il n'y avait pas de photo de lui. Ça, c'est un combat de danse. Ils sont pas associés, sont en permanence. Mets sur la tête pour montrer comment c'est. C'est comme ça. Voilà. Regarde.